Allez, on démarre. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire dédié à la strat e-commerce pour les industries. Nous sommes tous les deux, Philippe et moi, à l'animation, au pitch de ce webinaire. Donc, déjà, vous avez le chat ouvert, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, soit on arrive à y répondre en live, soit s'il y a des questions, on va dire qui ne sont pas forcément dans le sujet, on y répondra plutôt en fin de présentation. Voilà, n'hésitez pas vraiment, hein, il y a également, je crois, un sondage qui est prévu pendant le webinaire. On sera ravis également de pouvoir échanger après le webinaire si certains le souhaitent. Voilà, donc c'est parti. Petite présentation de nous deux. Donc, moi, je suis Emmanuel Martin et je suis directeur associé de Spirit. Et j'ai pu accompagner dans une vingtaine d'années d'expérience des entreprises, des industriels, PME, ETI également, dans leur stratégie e-commerce. Voilà. Et Philippe, je te laisse te présenter. Bonjour à tous et toutes. Je suis donc Philippe Malbruno. Je suis consultant dans le digital depuis plus de 20 ans. Et comme Emmanuel aussi, j'ai accompagné beaucoup d'entreprises et d'industriels en fait dans la définition de leurs besoins e-commerce et dans la stratégie globale pour pouvoir leur proposer des solutions pérennes et performantes. Alors, Spirit, qui sommes-nous? Donc, une agence e-commerce avec des projets, de nombreux projets en B2B, B2C et marketplace. Voilà, on intervient sur, on va dire, un périmètre assez large depuis le conseil et la stratégie commerce. C'est un peu l'objet aujourd'hui du webinaire, mais aussi l'exécution de ces stratégies à travers de la plateforme et également du marketing, de l'acquisition et également un focus fort lié à la performance des projets qu'on réalise une fois qu'ils sont mis en ligne. Voilà, on est une soixantaine de collaborateurs. On est basé à Chambéry, Montpellier et Lyon également depuis quelques temps. Et ce qui nous caractérise, c'est quoi? C'est notre croissance. On est en forte croissance. On accompagne nos clients dans la durée, 7 ans en moyenne, et également l'ancienneté de l'entreprise, 24 ans. Donc voilà, on a pu accumuler pas mal d'expertise et d'expérience. Alors, on va faire un premier sondage pour que vous puissiez commencer à interagir. Selon vous, on va parler directement du sujet, le budget. Alors, bien sûr, on y reviendra et puis voilà. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un peu votre avis là-dessus. Quel budget prévoir pour un premier site e-commerce? Vous avez 3 choix possibles. Normalement, Alice va lancer le sondage. Voilà, vous pouvez y répondre. Et on va regarder on regarde les statistiques qui arrivent progressivement. Pour l'instant, on est à 100% sur l'option C, plus de 50 KE. Intéressant. Bon, on va voir ce qu'il en est. On a bien sûr des slides dédiés à ce point-là. Philippe, je te laisse faire un peu l'intro. Pourquoi est-ce qu'on parle de e-commerce? C'est quoi l'enjeu? C'est quoi l'enjeu? Alors, l'enjeu, merci Emmanuel. L'enjeu, il est aujourd'hui avec la digitalisation en fait de toute la société au sens large. On se rend compte quand même qu'on a quand vous voyez la slide, 80% du parcours d'achat moyen en B2B se déroule en ligne. Donc vous avez à côté en fait 65% des entreprises industrielles qui ne vendent pas en ligne. On se rend compte qu'il y a un grand décalage en fait entre la demande des acheteurs qui donc en fait font des parcours pour s'informer, pour évaluer, pour explorer en fait les différentes solutions, produits qu'ils recherchent, et que l'offre des entreprises, en l'occurrence ça c'est en France, 65% des entreprises industrielles ne vendent pas encore en ligne en France. Là, on est sur des entreprises industrielles de plus de 20-30 personnes.
Sur la slide suivante, en fait, on se demande pourquoi, en fait. Pourquoi aujourd'hui, 80 des acheteurs, en B2B, hein, font, des parcours en ligne? C'est parce qu'ils ont déjà des habitudes d'achat perso. Bien sûr, tout le monde, quasiment tout le monde, en fait, achète en ligne aujourd'hui ou s'informe, via le web. Heu, Depuis quelques années, on assiste, en fait, à une vraie évolution, en fait, sur le parcours d'achat aussi, qui sont plus linéaires comme on les imaginait, comme on les voyait, en fait, comme ils étaient perçus et comme ils étaient, dans les années, il y a quelques années. Avant, on avait des parcours d'achat qui étaient vraiment un entonnoir. C'était quelque chose de très linéaire, vraiment un entonnoir. On attirait, on convertissait, on engageait, on vendait. Aujourd'hui, en fait, avec la diversité de l'information, la croissance du volume de l'offre, en fait, on est sur des parcours d'achat qui sont beaucoup moins linéaires, qui sont plus en boucle, où on va passer d'une phase, en fait, d'exploration à évaluation. On va tourner, en fait, dans une espèce de boucle de grand 8 avant de pouvoir, arriver sur sa décision d'achat. Et il y a plusieurs facteurs, on en reparlera certainement tout à l'heure parce que c'est un facteur qui est important. Quels sont les déclencheurs d'achat, en fait, pour pouvoir, transformer et acheter? Donc aujourd'hui, en fait, le parcours d'achat qui est fondamental, en fait, a évolué et on doit, en tant qu'entreprise, bien sûr, s'adresser, de façon, le mieux possible, en fait, à son acheteur. Heu, Quand on voit que 65 des entreprises industrielles ne vendent pas en ligne, selon le baromètre France Numérique, on voit qu'il y a encore beaucoup de potentiel, justement, pour les entreprises, industrielles de pouvoir être présents en ligne. Près de 90 des entreprises ont un site, hein, présentent leurs produits en ligne, mais il y en a quand même 65 aujourd'hui qui n'ont pas de site e-commerce. Alors, comment justement, se lancer dans l'e-commerce et quels sont les 10 points clés facteurs de réussite en fait pour réussir en fait son e-commerce? Ben, donc tout commence par la stratégie, hein. Quelle stratégie on va mettre en place et ensuite on verra comment réussir son exécution. La stratégie, d'abord, c'est quelle organisation et quel modèle e-commerce on va choisir. Ensuite, il est important en fait d'avoir quand même un mot anglais, un background technique, hein, d'avoir une vision de son écosystème technologique pour pouvoir bien comprendre en fait comment ça fonctionne. En fait. On va parler du business plan, bien sûr, pertes et profits, des objectifs, des KPI, des indicateurs clés de performance et ce dont on a parlé juste avant, en fait, de l'approche persona du parcours client qui est aujourd'hui fondamental. Ensuite, quels sont les points clés pour réussir? L'exécution, une fois qu'on a parlé de la stratégie, ben, il y a un engagement fort de l'équipe qui est indispensable, le rôle du pilote au sein de l'entreprise, les compétences nécessaires pour effectivement réussir son projet, le choix d'externaliser, choisir le bon partenaire, et ensuite l'amélioration continue pour performer. On va passer au point numéro 1, en fait, quelle organisation pour un bon modèle e-commerce? Alors, quand une entreprise industrielle choisit en fait de se lancer sur un nouveau canal de vente, en l'occurrence aujourd'hui le numérique, il faut savoir qu'en fait, c'est une décision qui est fondamentale et qui est importante pour l'entreprise parce que tous les secteurs de l'entreprise sont impactés. C'est-à-dire que de la gestion des stocks à l'expédition, à la commercialisation, au service après-vente, au marketing, je dirais même à la compta, toutes les fonctions en fait sont impactées. Changer de canal de vente pour une entreprise, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est-à-dire, c'est pas comme si on repeignait la chambre, ou une pièce de l'entreprise. C'est vraiment quelque chose qui va changer en profondeur, en fait, toutes les habitudes et le rôle de chaque personne au sein de l'organisation. Donc les process, les habitudes, vont être réévaluées et elles doivent être adaptées à ce nouveau canal de vente, en fait. Ça, c'est au sein de l'entreprise. Maintenant, aujourd'hui, tout industriel que vous êtes, bien sûr, vous avez des canaux de distribution. Heu, le fait de vendre en ligne, ça va modifier aussi les comportements de vos acheteurs, de vos, distributeurs, de vos points de vente, en fait. Donc il faut, en amont, bien anticiper, en fait, ces modifications que ça peut engendrer, surtout pour pas donner l'impression de les concurrencer. C'est-à-dire que si vous faites dans votre coin un site e-commerce super performant,
vous dites rien à vos distributeurs historiques ou vos acheteurs historiques et que vous lancez votre site, vous risquez d'avoir peut-être quelques soucis. Donc, il est important de bien anticiper et d'avoir une politique de prix en fait qui combine en fait les intérêts de chacun pour être gagnant-gagnant, hein, pour générer un bénéfice commun. C'est-à-dire qu'il y a une vraie stratégie en termes de politique de prix, en termes de distribution à anticiper lorsqu'on lance son site e-commerce. Et puis bien sûr, une fois qu'on l'a lancé, il est important de bien monitorer les prix pratiqués par les distributeurs et de bien proposer un cadre en fait de vente qui soit cohérent en fait entre ces distributeurs et ces détaillants, ces différents points de vente. Je vais laisser la parole à Emmanuel qui va peut-être un peu vous détailler un petit peu plus en fait le modèle e-commerce et les différents points de vente. Alors, modèle e-commerce, effectivement, bon alors, chose classique, point de vente, ou réseau de distribution, ça c'est la problématique, on va dire, d'avant. Faut-il avoir son réseau de distribution propre ou, plutôt travailler avec, un réseau de distribution, ou les 2, hein, souvent selon les zones géographiques, les stratégies divergent. Là, on parle effectivement de mettre en place un nouveau canal, on peut le voir comme ça, e-commerce, B2B ou B2C. Ce qui est intéressant également, c'est de s'intéresser à, des modèles qui sont, enfin, plus qu'émergents, marketplace et dropshipping, parce que ça peut être aussi des opportunités pour vous, à la fois, de bénéficier, bah, de l'attractivité d'une marketplace, ou, vous associer avec des dropshippers qui vont vendre vos produits, sur un modèle, dropshipping. Voilà. Donc les marketplaces, c'est un modèle, qui est nouveau. Alors bien sûr, à chaque fois, la problématique, c'est quelle politique de prix, quelle politique produit pour chaque canal? Faut-il, très basiquement, garder la même politique de prix entre marketplace et son propre site e-commerce, voire entre son site e-commerce et son réseau de distribution. Ça, c'est des problématiques concrètes auxquelles vous serez confrontés dans une phase de transition, de façon à conserver à la fois bah, votre réseau de distribution, s'il est externalisé, tout en développant vos ventes sur l'e-commerce. Autre problématique, les produits. Est-ce que c'est le même catalogue que vous allez vendre sur chacun de ces canaux ou pas? Et ça, effectivement, il y a toute une stratégie à mener en amont sur la définition du catalogue produit par canal de distribution. Alors, on va faire un focus sur les marketplaces. Pourquoi? Parce que les marketplaces sont un modèle qui est devenu maintenant incontournable, y compris en industrie. On estime aujourd'hui qu'il y a 150 000 marketplaces dans le monde. Donc, bon, qu'est-ce que ça veut dire ce chiffre? Pas forcément grand-chose. En tout cas, ça drive aujourd'hui 50% du e-commerce mondial. Et ça ne fait qu'augmenter. Alors bien sûr, il y a un effet Covid évident. En 2021, 44% d'augmentation globalement sur les marketplaces. Alors bien sûr, après, à détailler par secteur, ce qu'on peut dire sur les marketplaces, c'est qu'elles peuvent être soit indépendantes, soit intégrées. Donc bon, il y a plusieurs modes de marketplace effectivement entre, il y a quelques exemples qui sont très connus. Amazon, qui est la marketplace indépendante. Des entreprises ont créé leur propre marketplace. Voilà, Fnac, Darty, c'en est un exemple. Ça peut bien sûr, être des marketplaces B2B ou B2C. Alors selon ce que vous vendez, votre stratégie, vous allez pouvoir soit sur la marketplace, B2C ou également, il y a de plus en plus des marketplaces B2B. Et elles peuvent être également ouvertes ou fermées, ces marketplaces. Simplement pour donner un petit panorama. Voilà, aujourd'hui, alors ça évolue en permanence, ça évolue presque, je dirais tous les jours, mais dans tout secteur, il y a des marketplaces qui ont vu le jour. Là, c'est un focus sur les marketplaces B2B. Vous voyez que pour l'industrie, elles sont nombreuses. Et elles sont de plus en plus incontournables, je dirais, dans votre stratégie. Voilà, donc là, la marketplace, c'est un point également important dans une stratégie e-commerce pour diversifier votre canal de distribution. On va revenir sur un autre sujet qui est un sujet, on va dire prospectif. On parle de marketplace, on parle de canal, mais tout ça doit être supporté par votre écosystème technologique. Et Philippe, quels sont les points clés quand on aborde cette question? On a tous, enfin vous avez tous un ERP, en tout cas on vous le souhaite, ou pas d'ailleurs. Quelles sont les problématiques là-dessus, Philippe?
Alors, la problématique principale, bien sûr, c'est l'ERP. Avant toute chose, je veux dire que, bien sûr, un site e-commerce, c'est quand même quelque chose de très technologique, hein, qui demande quand même un vrai savoir-faire et surtout, qui est à la croisée de plusieurs fonctions, essentiellement informatiques, bien sûr, mais aussi marketing et commercial. Heu, les choix techniques, sont très, très importants. C'est vrai que toutes les ERP, les entreprises de taille intermédiaire possèdent quasiment un ERP, quasiment toutes. Par contre, on a aujourd'hui en France seulement une PME sur 2 qui dispose aujourd'hui d'un ERP. Je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un ERP, hein, un entreprise resource planning. Juste un tout petit focus, là-dessus pour les entreprises qui n'en ont pas ou qui ne pour lesquelles c'est pas encore quelque chose de très, très clair. Mais l'ERP aujourd'hui est indispensable pour gérer et automatiser en fait, bon nombre de tâches. Ça permet d'améliorer la planification, la productivité. C'est un système d'information, qui permet d'optimiser les ressources et les tâches pour gagner bien sûr en productivité dans l'entreprise. L'ERP en fait, c'est un peu le nerf de la guerre pour l'e-commerce. C'est-à-dire que sans ERP, avoir un site e-commerce, c'est très, très difficile pour une entreprise. On est quasiment obligé d'avoir un ERP et le deuxième enjeu, c'est bien sûr de pouvoir connecter cet ERP avec votre site e-commerce. Ce sont 2 technologies souvent qui sont très différentes, hein, qui sont différentes et donc l'enjeu, il est de pouvoir faire communiquer cet ERP, dire la gestion des stocks, la gestion de la production, la facturation, avec votre site e-commerce et l'enjeu principal, en fait, justement, c'est cette connectivité. Alors, 3 solutions. Si vous n'avez pas d'ERP, ben, il est indispensable, à mon sens, à notre sens, de prévoir la mise en place d'un ERP. Beaucoup d'entreprises aussi ont des ERP qui sont vieillissants avec vous savez, les technologies évoluent très vite, toutes les semaines, tous les jours, etc. Il faut comme se tenir à jour. Il faut mettre à jour aussi ces systèmes d'information. Et parfois, des entreprises utilisent des ERP très vieillissants. Elles ont un peu peur du changement parce que c'est vrai que c'est comme des fois le cœur du système d'une entreprise, mais des fois, il ne faut pas hésiter à pouvoir, challenger et benchmarker des solutions, parce que si un ERP est vieillissant et pas adapté, ça peut être compliqué, ça peut coûter très cher à faire à mettre en place ou ça peut coûter très cher aussi de prévoir une passerelle entre l'ERP et le site e-commerce. Là, c'est justement la troisième solution, c'est quand vous avez un ERP qui fonctionne, bon, ben, on ne change pas forcément toujours une équipe qui gagne. Et bien sûr, il existe tout un tas de solutions pour connecter en fait votre ERP et votre plateforme e-commerce. En général, on appelle ça des API, ce sont des passerelles en fait, pour communiquer entre elles. Alors, une fois que vous avez décidé, voilà, que vous avez compris en fait que votre site e-commerce, c'est fondamental, ça change la structure de l'entreprise, que vous avez en fait un peu étudié votre ERP, vous avez un deuxième chantier qui est important, en fait, c'est le choix de la techno pour la plateforme. Alors, Emmanuel va vous détailler, mais c'est vrai qu'il existe 3 solutions, grosso modo, de façon très, très simple. Une solution cloud, hein, à distance, en ligne, un CMS, un système de gestion de contenu, qui facilite en fait la gestion de contenu, PrestaShop, Commerce, vous connaissez peut-être. Et après, vous avez une solution un peu plus costaud qui est un développement spécifique en fait avec des wireframes comme Symfony. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, en fait, donc là, Emmanuel va le détailler, il est vraiment fondamental de faire un bon état des lieux des technos utilisés en interne. Là, il ne faut pas hésiter à soit se faire accompagner, soit faire un bon benchmark avec sa direction informatique pour pouvoir vraiment faire l'état des lieux et anticiper surtout toutes les problématiques et toutes les opportunités aussi que vous pouvez avoir. Parce que si vous anticipez pas, dans l'e-commerce, c'est très difficile, une fois qu'on a lancé un projet ou qu'on a mal lancé un projet, de revenir en arrière. Donc, il vaut mieux se poser, on est toujours dans la stratégie, poser bien faire un bon état des lieux afin de bien anticiper les problématiques, les opportunités. Comme ça, justement, Emmanuel va vous présenter en fait les différentes solutions techniques qui peuvent exister et un écosystème technologique qui fonctionne. Alors, tu as dit l'essentiel, Philippe, donc je ne vais pas plus détailler, mais effectivement, vous avez votre bon vieux ERP, vous l'avez pas, hein, mais la plupart du temps, vous l'avez quand même. Il est là, il fonctionne, vous allez voir que la problématique, pour, développer une stratégie commerce, souvent,
ça revient à s'interroger sur est-ce que votre ERP va être en capacité de supporter tout ce qui doit être supporté pour que votre e-commerce soit performant. D'où l'idée que Philippe développe d'avoir un diagnostic. C'est effectivement une bonne piste. Alors concrètement, votre ERP est d'un côté, et puis de l'autre, vous avez votre solution e-commerce, voilà, qui va gérer beaucoup de choses, mais il y a quelques briques qui sont intéressantes, notamment la brique catalogue ou le compte client, qui sont des briques essentielles dans une solution e-commerce. Tout de suite, ce qu'on voit, c'est que le catalogue, il vient en partie de votre ERP. Je dis en partie parce que probablement que votre ERP n'a pas été conçu ou paramétré en tout cas pour contenir l'ensemble des informations, notamment les informations marketing nécessaires à la valorisation de vos produits sur du e-commerce ou sur d'autres canaux d'ailleurs, hein. En tout cas, dans la plupart du temps, mais pas toujours, on est obligé de mettre en place une base de données, on va dire, intermédiaire qui s'appelle un PIM, qui est une solution qui va récupérer d'un côté les données de l'ERP et va s'enrichir avec des informations marketing, des visuels, voire des vidéos, des descriptions produits, des documentations marketing associées aux produits, enfin tout un ensemble de ressources qui sont nécessaires pour pouvoir vendre, tout simplement. Que vous soyez d'ailleurs en B2B ou en B2C, la problématique existe. Bien sûr, la solution va en contrepartie vous envoyer, enfin le RP pardon, va pouvoir aussi alimenter les prix et les stocks hein, qui sont souvent détenus dans votre ERP. Voilà. Et en contrepartie, la solution va vous renvoyer des commandes et des clients. Voilà. Et là, ça commence à fonctionner. Donc, vous voyez, il y a des flux et on n'a pas tout détaillé parce que quand on rentre dans le détail, c'est encore un peu plus complexe que ça. Viennent se greffer à cela, effectivement, aussi des briques essentielles, hein, la brique de votre logisticien qui va permettre à votre client de pouvoir suivre sa livraison. Voilà, donc souvent c'est un outil qui est développé par votre prestataire ou vos prestataires logistiques. Vos solutions de paiement, aujourd'hui on propose pas simplement le paiement CB, mais on essaie de diversifier au maximum les modalités de paiement. Donc la problématique qui va se poser, c'est celle de rapprocher les paiements à votre compta. Vous voyez, la compta, elle est là aussi et elle est importante. Et viennent aussi se rajouter un certain nombre de modules qu'on appelle marketing qui viennent enrichir l'expérience client. On les détaillera un peu plus tard. Voilà. Et puis, dernier point, on a parlé de marketplace. On ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'on prévoit aussi, une fois que votre solution e-commerce est implémentée, de gérer des flux pour vos marketplaces. Et il y a des solutions de gestionnaire de flux qui vous permettent de gagner du temps et de l'efficacité dans cette problématique. Donc voilà, vous voyez que là, on est sur vraiment une logique d'écosystème. Le point de départ, c'est votre système informatique existant, ERP, Compta, et la création de flux, c'est un point essentiel dans cette vision long terme, voilà, de façon à pouvoir performer réellement en e-commerce. Alors, point clé pour conclure là-dessus, préparer son système d'information. On l'a dit, la plupart des problèmes viennent des flux. Voilà, ça, c'est l'expérience qui parle. En tout cas, des problèmes de données, souvent, c'est des flux qui sont mal configurés. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est, comme on se l'est dit, avoir vraiment des briques dédiées pour chaque fonction. Tester, vous avez votre système peut fonctionner, mais au moment des soldes, peut ne pas fonctionner aussi. Donc, on teste beaucoup et on adopte une approche agile, c'est-à-dire qu'on prévoit au départ un périmètre peut-être plus réduit, plus accessible, et puis on construit sur ce socle-là progressivement des nouvelles fonctionnalités. Donc, partir simple, aller en ligne le plus rapidement possible et prendre des retours de vos utilisateurs et puis progressivement construire. Voilà, c'est vraiment l'approche qui est préconisée. Voilà, on va parler d'un autre point essentiel dans la strate e-commerce, c'est le business plan, le budget, les revenus, les postes de coûts. Qu'en est-il, Philippe, sur ce point-là? Alors, le nerf de la guerre, le budget, bien sûr. Alors, un site e-commerce, bien sûr, c'est pas un projet anodin, hein. On voit bien que pour lancer un site e-commerce, il y a quand même on a vu déjà des prérequis, ils sont importants. Et pour lancer un site e-commerce de qualité, il faut voir déjà ça comme un investissement.
Et pour sécuriser cet investissement, il faut être bien préparé. Il faut bien cadrer son projet, en fait. La première chose à savoir, c'est qu'effectivement, lancer un site e-commerce, ça demande des phases de conception, de co-création, de développement, d'échange, d'aller-retour. Ça nécessite la mobilisation en fait en interne de pas mal de personnes, hein, de pilotes de projet et chez le prestataire, d'un chef de projet, de consultants, de designers, on va détailler après. Donc il faut quand même de la conception jusqu'au lancement final, il faut prévoir quand même environ à minima, hein, plutôt 6 mois pour lancer son projet. C'est du temps, time is money toujours, bien sûr et le budget à prévoir à minima, on dit vraiment à minima, c'est 20-30 000 € pour le développement d'un e-commerce avec des fonctionnalités relativement simples, qui peuvent être fonctionnelles. Mais au-delà de la partie technique, il y a une partie qui est importante, en fait, c'est aussi la performance marketing. C'est-à-dire qu'un site tout seul, qu'on ne voit pas et chez qui personne ne va, on va pas vendre. Donc il y a la performance marketing est quand même importante. Qu'on parle de branding, d'acquisition, de conversion et là, il faut quand même anticiper un budget à vraiment aussi à minima de 10 000 €. Ensuite, dans un deuxième temps, enfin troisième temps, on va dire, après la conception, le développement, le lancement, il faut quand même pouvoir suivre et optimiser, un petit peu comme on disait tout à l'heure pour, la partie technique, le dispositif au fil du temps pour, animer la présence en ligne et optimiser en fait l'acquisition et la conversion du site. Et là, il faut quand même prévoir des budgets aussi, à minima de 2 000 € mensuels. L'objectif, c'était de vous donner, voilà, une petite grille, très simple et très rapide, déjà pour vous permettre en fait de bien comprendre en fait comment fonctionne un e-commerce. Aujourd'hui, on n'utilise plus un webmaster qui va bricoler un site dans son coin pour quelques milliers d'euros. C'est un projet qui est quand même assez long et assez lourd. Du coup, je vais laisser la parole en fait à Emmanuel qui va vous détailler en fait, les postes de charge et la stratégie. Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait ces coûts, quoi, en fait? Bah, détaillons bien sûr avec plaisir Philippe. Alors bon après on va rester sur des grandes lignes, hein, bien entendu. Les postes de charge, Philippe en a parlé, budget marketing, budget technologie, mais aussi à ne pas négliger bien sûr, des budgets liés à enfin ou des coûts liés au l'évolution de votre organisation ou le renforcement de votre équipe. Alors bien sûr, on pense à un responsable ou une responsable e-commerce. Bien entendu, c'est un peu la première ressource, hein, dédiée. Il vous faut, une personne, qui anime, la stratégie e-commerce, qui la mette en œuvre. Et puis vous aurez aussi à mesurer un certain nombre d'évolutions, sur, votre logistique, votre système d'information, voire votre service client. Voilà et donc prendre en compte effectivement, tous ces impacts dans votre budgétisation. Sur le marketing, alors il y a énormément de leviers qu'on peut activer. Distinguons les leviers long terme où vous allez inscrire votre marque dans le temps à travers notamment une strat sur les réseaux sociaux, une stratégie, de partenariat avec des influenceurs. Voilà, une strate de contenu également où vous allez pouvoir, exister sur Google à travers, du SEO. Voilà, donc là, c'est inscrire votre marque, dans la durée et puis, des leviers qui sont beaucoup plus court-termistes. On va parler d'emailing, de display, d'ads, vous savez sur Google par exemple, ou sur les réseaux sociaux. Les leviers sont nombreux, Spirit, notre accompagnement, c'est finalement définir une stratégie et des budgets associés, par rapport à cette acquisition, marketing. Et puis la technologie, on a parlé de la plateforme e-commerce, on a parlé des flux qui sont un point important à ne pas négliger dans votre projet. Vous avez des briques qui sont assez essentielles comme le PIM, le gestionnaire de flux, et cetera, qui représentent souvent un coût, et puis cet ensemble de modules marketing dont on vous a parlé. Alors, on va essayer de vous donner des repères un peu plus précis. Parlons déjà de la solution e-commerce. Alors, on a quelques solutions qui sont, souvent celles dont vous avez pu entendre parler, qui se valent pas toutes, hein, elles n'ont pas du tout le même modèle. Notamment Shopify, par exemple, c'est un modèle SaaS, c'est-à-dire que finalement, vous ne payez, qu'une chose, c'est un abonnement. Alors vous payez un setup quand même, hein, voilà, qui est relativement peu coûteux parce que, on a des galeries de modèles, on va dire, de modèles de sites qui sont déjà,
très intéressant, très performant. Il y a quand même un budget à prévoir, hein, sur le setup, minimum 5 KE, donc vous voyez, on peut commencer avec peu de budget. Et puis après, bah, c'est principalement la souscription qui représente globalement, je ne rentre pas dans le détail, à peu près 2% de votre chiffre d'affaires. Donc, c'est intéressant pour démarrer, mais vous voyez que 2%, ça va peser dans la marge. Il faut peut-être penser à passer à des étapes, on va dire, supérieures, dès que vous avez pu tester les premières choses. Et pourquoi pas envisager aussi un PrestaShop, soit sur un deuxième projet, soit carrément partir sur ce type de solution. C'est des solutions qui sont très intéressantes, qui offrent énormément de fonctionnalités, qui sont intéressantes sur des chiffres d'affaires qui vont jusqu'à 3 millions. Après, on est un peu plus limité. Vous aurez quand même des coûts récurrents liés principalement à l'hébergement, à la maintenance, chose que vous n'avez pas sur du SaaS. Vous voyez. Voilà, alors ça, c'est très intéressant. PrestaShop vous permettra d'aller quand même assez loin. Mais pourquoi on vous parle de Silus? On vous parle de Silus parce que vous pouvez, notamment en B2B, avoir vraiment des problématiques très précises sur, par exemple, votre stratégie de prix, sur votre tunnel d'achat qui va être personnalisé parce que votre produit est un peu complexe. Dans ce cas-là, on va toucher les limites de solutions clés en main comme PrestaShop et il faut mieux s'orienter vers un outil qui est beaucoup plus évolutif. Ça représente quand même des coûts de développement un peu plus importants au départ, mais ça vous permet sur le long terme d'être beaucoup plus performant. Voilà. Et puis, on parle aussi parfois de Magento. Magento est une solution très complète, mais très coûteuse aussi. On ne la propose pas chez Spirit parce que, selon nous, elle adresse des projets qui sont largement au-delà des 20 millions d'euros de chiffre d'affaires technologique qui est assez coûteuse. Voilà, donc vous voyez, ne serait-ce que sur le choix de la solution e-commerce, on arrive à des gammes de prix et de budget très diversifiées, bien plutôt sur Shopify ou PrestaShop. Quelques repères de prix également sur les autres briques, vous voyez, sur le PIM, le gestionnaire de flux ou le paiement, les modèles diffèrent effectivement. On a généralement des coûts de setup qui vont de 10-15 KE pour un PIM ou un gestionnaire de flux. Voilà, c'est à prévoir parce que le ROI sur ces solutions sont facilement atteignables. Et puis des modèles de coûts de run qui peuvent être variables également, notamment sur le paiement. Bah, oui, toutes les solutions de paiement vont vous proposer un pourcentage du chiffre d'affaires. À la très grosse louche, c'est à peu près entre 1 et 3% selon les solutions. Voilà, quelques repères sur le budget. Bah, on a parlé des charges, mais maintenant parlons peut-être aussi des revenus, Philippe. Bien sûr, C'est important aussi les revenus. on est quand même là pour ça. Ouais, tout à fait. Oui, vous êtes quand même là pour effectivement, avoir des revenus et puis faire de la marge. C'est ça qui est important, en fait. Alors on va vous parler des KPI. Les KPI, c'est les indicateurs clés de performance. C'est-à-dire que quand vous définissez, en fait, votre, business plan, vous devez par ailleurs définir des indicateurs clés de performance. Heu, Emmanuel va vous les détailler tout à l'heure. Là, je vais prendre une vision plus globale, en fait. Vous avez un business plan, bien sûr, si vous vous lancez dans l'e-commerce, c'est comme la base, et vous avez défini en fait une estimation, une prévision de chiffre d'affaires. Bon. Vous dites par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Dans 2 ans, il faut qu'on arrive à faire un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Vous aurez certainement défini votre marge avec tous les coûts qu'on vous a donnés précédemment. C'est pour ça que j'ai pris 2 ans parce que en général, sur la première année, on amortit quand même, hein. Donc, on amortit notre investissement. Voilà, vous avez prévu de faire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur votre deuxième année sur votre e-commerce. Vous avez un panier moyen de 200 euros par commande unique. Alors là, vous allez calculer le nombre de ventes qu'il vous faut. C'est-à-dire que vous savez que pour faire 2 millions d'euros, divisé par le nombre de produits, ben, il faut faire 10 000 ventes par an sur le site. Ensuite, on calcule la moyenne d'un taux de conversion de 2%. Petit détail, le taux de conversion, hein, c'est la différence entre le nombre de visiteurs et le nombre d'acheteurs. En e-commerce, il est entre, dans grosse maille, on va le détailler tout à l'heure, mais autour de 2%, ça peut être un peu moins, dans certains secteurs, ça peut être beaucoup plus. Là, on a pris un taux de conversion de 2%. Donc, on calcule 10 000 divisé par 2%, ça fait qu'on a besoin d'avoir quand même 500 000 visites par an sur son site.
500 000 visites par an, ça fait quand même 1500 visites par jour sont nécessaires pour réaliser le CA. Donc en fait, à ce moment-là, il est indispensable de prévoir quels moyens et quels efforts mettre en place pour atteindre votre objectif. Vous savez qu'en dessous de 1 500 visites par jour, ça va être difficile d'atteindre vos objectifs. Donc, il va falloir réfléchir à un système d'acquisition, dont on a parlé tout à l'heure, pour pouvoir obtenir en fait ce nombre de visites et obtenir ce chiffre d'affaires. Ensuite, on calcule le coût d'acquisition d'un visiteur par rapport à ce qu'il nous fait gagner. Et là, on obtient le calcul du retour du ROI, hein, c'est le retour sur investissement. Et calculer ce ROI, calculer ces KPI, en fait, ça nous donne une réelle visibilité à la conduite des actions à mener pour pouvoir assurer la réussite de son e-commerce. C'est-à-dire qu'il faut absolument intégrer cette vision héroïste et bien anticiper ces KPI pour pouvoir en fait piloter tout simplement de la façon la plus juste possible son site e-commerce et savoir en fait anticiper un petit peu sur les ventes et sur la rentabilité qu'on va obtenir de son site. Je Ah, laisse. justement, Pardon. les KPI, tu en parles, Philippe. Oui, les KPI sont importants. L'objectif, c'est du chiffre d'affaires, évidemment, mais ce Ouais, chiffre d'affaires s'obtient également en suivant la performance de ces KPI. Alors, euh, globalement, trois indicateurs à suivre, hein. Philippe en a parlé. Bien sûr, le chiffre d'affaires vendu, c'est notre objectif. Et globalement, va dépendre de deux éléments qui sont l'acquisition, donc les visiteurs qui arrivent sur votre site, voilà, et la transformation, c'est une fois que ces visiteurs sont sur votre site, vont-ils devenir des clients? Voilà. Alors, on va rentrer un peu dans le détail puisque finalement, quand on parle de chiffre d'affaires en ligne, c'est un indicateur intéressant, mais il faut aussi considérer d'autres indicateurs qui sont peut-être secondaires mais néanmoins importants dans une strate e-commerce. Je pense notamment aux nouveaux clients. Voilà, et ça, c'est très intéressant à mesurer parce que le digital est aussi une source, bien sûr, d'acquisition de nouveaux clients. Le panier moyen, donc ça, vous le mesurez probablement déjà, le comparer avec le panier moyen en ligne. Le taux de marge, alors plus complexe à calculer, le taux de marge, parce qu'il faut prendre en compte des éléments de coût qui sont, bon, il y a un peu d'analytique hein, à produire. Ceci dit, il faut le suivre, ce taux de marge, et voir quel est votre taux de marge. Alors bien sûr, on le décline par segment de clientèle, par segment de produit, hein. On ne se contente pas du global. En tout cas, il faut le comparer aussi à vos autres canaux. Intéressant aussi de connaître le taux de retour client pour voir la charge SAV que met le client e-commerce sur votre service après-vente. Voilà, donc également sur les performances d'acquisition, par campagne, on va détailler. Alors, bien sûr, ce qui compte, c'est 1 € investi, combien d'euros rapportés pour telle et telle action marketing, ce qu'on appelle le ROAS. Par canal, il faut le calculer, de toute façon, c'est la base de l'action marketing. Et aussi arriver à une notion de ROI et d'affiner au fil du temps les leviers qui fonctionnent le mieux et qui vous apportent un retour le plus intéressant. Et puis sur la conversion, donc là on est sur le site, comment ça se calcule, de quoi ça dépend cette conversion. La conversion, donc c'est un visiteur qui va devenir un client. Alors, il faut suivre en fait plusieurs sous-indicateurs. Il faut suivre ce qu'on appelle le taux de rebond, donc les visiteurs qui viennent et qui repartent. Voilà, ils sont mal arrivés, ou ils ont mal compris, ou leur intention de recherche ne correspond pas à ce qu'on leur a proposé. Suivre le taux de rebond, c'est un indicateur indispensable. Le taux d'abandon de panier également, hein, c'est-à-dire que à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la mise en confiance ou peut-être dans le prix qui a fait que votre panier a été abandonné. On sait le mesurer, on sait le calculer. Il faut également que vous suiviez avis et notation. La preuve sociale, elle est essentielle en e-commerce, encore une fois en B2B ou comme en B2C. Les plateformes, avis vérifiés et autres sont essentielles pour créer de la confiance et augmenter la conversion. Il faut que votre site soit performant, s'affiche bien sur du mobile, avec des temps de réponse qui soient corrects. Il y a plein de statistiques qui démontrent que
plus vous êtes bon sur la perf technique et plus vous augmentez votre chiffre d'affaires. Donc voilà, il y a également un KPI à suivre sur la perf technique. Et puis ce qui est intéressant aussi, nous on conseille à nos clients de suivre en détail le chiffre d'affaires mobile versus desktop, de voir la progression. Et vous verrez que vous serez assez surpris souvent de la montée en puissance très forte du chiffre d'affaires sur mobile. Voilà, donc ça fait beaucoup d'indicateurs. Encore une fois, les principaux, c'est ceux qui sont en haut de la slide. Et ce qui compte, c'est après pouvoir expliquer la performance à travers des indicateurs un peu plus précis. Alors, comprendre, voir l'évolution, mais aussi se benchmarker à votre secteur. Bon là, c'est des données assez macro, mais on sait chez Spirit, sur un secteur précis, vous donner votre performance par rapport à votre secteur. Vous voyez que c'est très variable hein, selon les secteurs d'activité. Donc ça, c'est des données globales fournies par Content Square, qui est un acteur de référence dans le domaine. Vous voyez que les taux de conversion à la fois sont différents d'un secteur à l'autre, mais également ce que l'on voit également, c'est que du mobile au desktop, alors non, c'est pas sur cette slide, de 2020 à 2021, il y a aussi une évolution qui est forte. Alors ça s'explique aussi par des contextes plus télétravail que d'autres, voilà. Donc se benchmarker assez concurrent, enfin en tout cas à son secteur d'activité, c'est important. Autre donnée, par exemple ici, on voit que bah, c'est sur cette slide où effectivement entre desktop et mobile, on n'a pas les mêmes taux. Donc c'est à prendre en compte ça également. Bien sûr, c'est très variable d'un secteur à l'autre hein, sur le panier moyen. Voilà, vous voyez que par exemple, un panier moyen, tout secteur confondu en B2C, on estime qu'il est autour à peu près de 62 euros. C'est très variable. Luxe ou dans les voyages ou encore dans les cosmétiques, vous n'aurez pas du tout les mêmes paniers moyens. Ce qui compte, c'est de vraiment se benchmarker à son secteur. D'autres données intéressantes, c'est bon, l'évolution du panier moyen, vous le voyez ici. Alors, il baisse, ça c'est important à prendre en compte. En B2C, il baisse parce que on fait de plus en plus d'achats, mais vous voyez que le chiffre d'affaires par acheteur augmente. Donc, en fait, plus d'achats sur des paniers plus petits. Donc, ça veut dire aussi travailler votre stratégie de prix de livraison, de coût de livraison, parce qu'ils sont déterminants souvent d'un commerçant à l'autre pour que votre prospect, votre potentiel client achète chez vous et pas chez votre concurrent. Et puis quand sur du B2B, cette fois-ci, on voit également que la part du e-commerce augmente. On est sur l'industrie à peu près à 21% de ventes qui se font via EDI versus 4% via du web. Donc la marge de progression, elle est très importante. Voilà. Dernier point sur cet aspect stratégique, Philippe. On a parlé d'indicateurs, on a parlé de budget, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas avant tout s'intéresser à notre persona et comment on s'y prend pour ça? Bien sûr. Avec tout ce dont on a parlé, voilà, il faut pas oublier en route quand même l'essentiel, hein. C'est que l'essentiel, c'est qu'on fait quand même, des sites et des sites e-commerce pour une cible, un persona, pour un utilisateur, pour un client, en fait. Et c'est vrai que, il faut être quand même focus sur le parcours client et ce qu'on va proposer au client. Heu, Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est qu'en amont, il faut quand même se poser de bonnes questions. Il est important, en fait, dans sa stratégie, dès le départ, heu, de se poser les questions que vous avez ici, hein, pour pas faire un site, qu'en attend-on? Quel est l'état de la concurrence? Quels objectifs se fixe-t-on? Mais ce qui est vraiment important, c'est qui sont mes futurs clients les vraies questions qu'il faut se poser, c'est qui sont mes futurs clients online? Quelles sont leurs motivations? Pourquoi vont-ils acheter chez moi? Et qu'est-ce que je vais faire pour qu'ils achètent chez moi? Donc, pour répondre à ces questions-là et pourquoi ils achèteraient sur mon site, il faut quand même forcément les connaître. Enfin, les connaître. On ne parle pas de les connaître on n'est pas dans un segment marketing, la ménageur de moins de 50 ans, non. Ce qui est important de connaître, c'est vraiment leur motivation profonde, en fait. C'est quelles sont leurs motivations pour venir chez vous? Qu'est-ce que vous allez leur proposer de mieux? Qu'est-ce que vous allez leur proposer de plus intéressant, de plus pertinent? Qu'est-ce qu'ils vont trouver bien chez vous, qui vont
leur donner envie d'acheter et de revenir. Bon. Et quelle expérience vous allez leur délivrer? Parce que ça, c'est fondamental, en fait. C'est l'expérience que vous allez délivrer à vos clients. Aujourd'hui, en fait, on est plus sur un parcours expérientiel que sur, on en a parlé au début et je vais vous en parler tout de suite, en fait, sur le Messi Middle. Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est-à-dire qu'on n'est plus sur un entonnoir de vente classique où le consommateur, le client rentre d'un côté et sort de l'autre. Aujourd'hui, on est, alors je vais vous partager cette slide, en fait, qui est intéressante. C'est l'analyse de Messi Middle. C'est une analyse qu'a fait Google, hein, sur le comportement d'achat, en fait, des clients aujourd'hui. Et ce comportement d'achat, on voit qu'il est plus du tout linéaire, en fait. On a des facteurs déclencheurs qui font que la personne a un facteur déclencheur pour pouvoir explorer et évaluer un produit ou un service sur le web. Et en fait, il va faire une sorte de boucle. C'est-à-dire qu'il ne va plus passer, comme on disait, par étape A, B, C, D. En fait, il va passer son temps, en fait, à évoluer entre exploration, évaluation. Et à un moment, il va y avoir un biais, en fait, qui va lui permettre, un biais cognitif qui va lui permettre d'acheter. Et nous, ce qu'on doit comprendre, en fait, c'est à quel moment il va acheter, quel est son comportement, comment se comporte-t-il, quelles sont clairement, comme je disais tout à l'heure, ses motivations, pour qu'il passe à sa décision d'achat. Et sa décision d'achat, en fait, dans le Messi Middle, il y en a 6 qui sont définis. Je vous en parle de 2 ou 3. Par exemple, la preuve sociale, on parlait tout à l'heure, Emmanuel, la rareté d'un produit, d'un bien, l'instantanéité, c'est-à-dire que voilà, vous avez des soldes, vous avez tel produit, etc. Il faut bien comprendre en fait qu'on a ces 6 biais et que ces 6 biais, en fait, si on les comprend bien, si on comprend bien en fait le parcours de nos clients, si on a bien designé notre stratégie digitale en amont, en fait, et qu'on comprend vraiment les bons leviers, sur quel bon levier s'appuyer pour pouvoir déclencher en fait ce facteur d'achat, cette décision d'achat, et ben on aura travaillé sur un parcours client qui est pertinent, performant, qui correspond effectivement aux besoins de nos utilisateurs et qui nous permettra en fait d'arriver à avoir tout simplement un meilleur taux d'acquisition et surtout de conversion, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, donc on a terminé cette première partie, mais on est déjà au bout du temps imparti. Très rapidement, les points clés qu'on voulait partager avec vous, si tu veux, Philippe, je peux très rapidement les décrire. Vas-y. C'est bien sûr l'engagement de l'équipe dirigeante. Hein, il n'y a pas de, c'est une stratégie, le e-commerce. Donc, ça revient aux dirigeants ou à l'équipe dirigeante de s'impliquer, de s'investir, de prendre conscience des enjeux et de mobiliser les moyens qu'il faut pour y arriver. Enfin, on enfonce une porte ouverte en disant ça, mais on a tellement vu de projets e-commerce sur lesquels il n'y avait pas véritablement de volonté de stratégie d'y aller. C'est des échecs quasi assurés. Un pilote également, il faut un pilote. On a parlé d'un responsable e-commerce. Souvent, c'est la première personne qu'on va recruter. Il est clé, il est essentiel. Il doit faire la passerelle entre tous les métiers impliqués dans du e-commerce. Vous voyez qu'entre la logistique, l'informatique avec l'ERP, le service client, les prestataires tiers, les agences, etc., il y a un rôle de coordination très important, clé, pour réussir un projet e-commerce. Les compétences, alors ce qu'on voulait valoriser, c'est aujourd'hui les compétences dans le métier du e-commerce sont très diversifiées. Alors la compétence e-commerce, elle est souvent internalisée. Le responsable e-commerce, si vous grossissez, vous allez également aborder des sujets et puis commencer à avoir des personnes dédiées, par exemple pour le catalogue ou pour les marketplaces. Ça, c'est quand vous allez scaler dans votre stratégie e-commerce. Euh, Toute la gestion de projet, en fait, hein, quand vous déployez une plateforme, il faut un chef de projet. Il faut aussi quelqu'un qui soit dans les back-office, ou les webmasters. C'est des personnes qui sont importantes. Voilà. Le marketing. Alors, le marketing peut s'externaliser. Bien sûr, chez Spirit, on vous propose de l'externaliser, mais vous pouvez aussi intégrer en interne certaines compétences, traffic manager, et puis par levier, SEO, SIA, vous allez
progressivement avoir des spécialistes qui vont se rajouter. Et puis des métiers plus liés au déploiement de la plateforme, donc le design et le développement. Vous voyez que sur cette petite flèche, on a internalisation, externalisation, c'est-à-dire que il y a des métiers qui s'internalisent, qui seront de toute façon internalisés, et puis des métiers qui peuvent s'externaliser plus facilement parce que les besoins sont plus ponctuels, parce que c'est des compétences plus compliquées à driver, à manager, plus rares aussi. Voilà, donc ça fait beaucoup de compétences, vous allez me dire. Oui, alors bien sûr, là on est sur la vision la plus complète possible. Bien entendu, dans la plupart du temps, plusieurs personnes cumulent ces compétences. Et généralement, quand vous allez embaucher votre premier responsable e-commerce, ah bah, il va cumuler un peu tout ça. Alors, vous voyez un peu la difficulté qu'il y a. Mais malheureusement, on ne peut pas faire une stratégie e-commerce réussie sans avoir un peu toutes ces compétences qui sont intégrées. Voilà. Ça, c'était sur les compétences. Et puis, la question de l'externalisation, elle est clé également. Donc, l'intérêt, il est où? Il est bah, d'avoir un prestataire qui cumule de l'expérience sur plusieurs projets. Voilà, c'est compliqué d'avoir une personne en interne qui souvent cumule cette expérience et puis peut s'adapter à vos besoins, des pics de charge ou des besoins moins importants. C'est clé dans l'externalisation. Et enfin, un dernier point, je passe un peu vite, c'est l'amélioration continue. Ça, c'est clé, on y tient beaucoup chez Spirit. Euh, Vous aurez une première version, vous avez peut-être déjà fait pour certains d'entre vous une première version de votre site e-commerce. Ben, ok, comment on s'améliore? Vous verrez que vos clients vont pas arriver tout de suite. Il faut vraiment, je reviens sur l'idée des KPI, suivre ces KPI régulièrement et s'ajuster en permanence au marché. Voilà, et on est vraiment sur cette logique d'amélioration continue. Pour ça, il faut de la donnée. On en a l'avantage dans le e-commerce, c'est qu'on en a beaucoup de la donnée, on en a même parfois un peu trop, que ça soit de la donnée liée à vos commandes, votre carnet de commandes en ligne, de quoi il est composé, que ça soit des données liées à le comportement des visiteurs sur votre site. Bref, on a beaucoup de données, il faut s'en servir pour se lancer véritablement dans une stratégie d'amélioration continue. Voilà, on est passé un peu vite sur les derniers points, mais on est à 5 minutes du temps. Il y avait déjà quelques questions qui avaient été posées en live dans le chat. Alors, il y a eu une question sur l'EDI auquel j'ai répondu. Alors, oui, l'EDI, c'est assez ancien en fait. Hein. EDI, ça a peut-être 20 ans. C'est un protocole purement B2B, hein, notamment entre industrie et grande distribution, pour normaliser les échanges sur des gros volumes de commandes. Il faut une norme, elle s'appelle EDI aujourd'hui. Alors vous allez me dire, est-ce que l'e-commerce remplace? En partie, mais pas complètement cette norme. Et puis vous avez aussi posé des questions, alors je crois que je suis le seul à voir ces questions puisqu'elles ont été adressées, je crois, en direct, sur les technologies, sur les technologies marketplace. Alors oui, les technologies qu'on a présentées ne sont pas des technologies marketplace, c'est des technologies purement de plateforme e-commerce, sauf peut-être un petit bémol à cela, c'est PrestaShop hein, qui propose un module e-commerce qui est plutôt assez complet, mais ça reste quand même une solution orientée e-commerce, c'est-à-dire un vendeur, plusieurs acheteurs. Voilà. Donc la marketplace, bien sûr, doit gérer la problématique multifournisseur. C'est quand même assez différent, c'est quand même assez structurant. C'est complètement d'autres technologies. Il y en a beaucoup qui existent. Hein, on pourrait vous en citer pas mal. C'est vraiment un sujet spécifique là-dessus. Et puis vous avez été, c'est marrant, deux personnes à TS-Cart. Alors, c'est une solution qui est beaucoup plus confidentielle, voilà, qui a pas, alors, bon, qui a pas la force de frappe que peut avoir une communauté comme là, bah, les solutions comme, alors, soit PrestaShop sur un modèle purement open source, soit Shopify qui n'est pas du tout open source, mais qui a quand même derrière lui une communauté de clients très large au niveau mondial. Bah, ça donne une certaine force de frappe à tout ça, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que les fonctionnalités, la performance, je dirais technologique, elle est quand même au rendez-vous sur Shopify. Bien sûr, c'est très bien pour démarrer, 2 du chiffre d'affaires comme on se le disait.
à un moment donné, ça commence à peser. Il faut parfois, dans des steps ultimes, aller sur d'autres solutions. Mais voilà, donc CS-Card versus ces solutions communautaires. C'est pas la même communauté, donc c'est pas les mêmes enjeux, mais c'est des solutions qui, prises à un instant T, en rapport, je dirais, qualité-prix très intéressant. Voilà. Voilà en ce qui concerne les questions que vous nous aviez adressées. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas, il nous reste encore 3 minutes, je crois que c'est ça. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je regarde s'il y a d'autres questions qui arrivent. Oui, Oui, il y a une non, question. question, ouais. Chrysalide. Ah, Chrysalide, oui, alors, solution marketplace. Alors, pour être franc, on l'a pas déployé. Donc, nous, on donne des avis sur des solutions qu'on déploie. C'est une solution qui, effectivement, est assez, dont on entend de plus en plus parler. Voilà, bon, nous, dans notre roadmap, on teste régulièrement des solutions de marketplace. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y en a des nouvelles, alors pas tous les jours, mais très régulièrement. Comme toute nouvelle technologie, il y a sa performance à un instant T. Donc ça, on l'évalue, on installe, on teste, voilà, on décortique la solution et on se fait un premier avis. Ensuite, ces avis sont affirmés ou pas selon les projets qu'on déploie. Donc ça, c'est un instant T. Et puis, ce qu'il faut regarder pour une solution, et Chrysalide, c'est vraiment le cas, c'est sa capacité à tenir dans le temps. Voilà. Là-dessus, encore une fois, on n'a pas un avis négatif sur cette solution. Il faut regarder quel est son business model, quel est son parc de clients installé, comment elle est soutenue, comment elle est financée. C'est toujours le pari à faire quand on est sur des technologies un peu émergentes comme ça, comme les Chrysalide, mais qui, sur le papier, semble une solution voilà, intéressante, un périmètre fonctionnel plutôt pas mal. Si vous voulez, sur ce point-là, ce qu'on peut faire, parce que vous avez posé, je crois, 2 fois la question, on a une personne chez nous qui est un directeur conseil en charge justement de ce benchmark technologique qui connaît bien cette solution. On peut se mettre en relation après le webinar et puis vous apporter une réponse plus concrète, plus précise sur Chrysalide. Voilà. En tout cas, merci d'avoir posé la question. Il est midi. Merci à tous. Merci à tous de votre participation et de vos questions Merci. aujourd'hui. C'était un plaisir, en tout cas pour moi, de pouvoir vous apporter ces quelques éléments. Et puis à bientôt sur d'autres webinaires. Merci à tous et à bientôt aussi. C'était un plaisir de partager ce webinaire avec toi, Emmanuel. Pareillement, Philippe. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.